Voilà, effectivement, pour poursuivre cette discussion sur la relation terre-mer d'un point de vue économique, on va passer aux interactions environnementales entre ces deux univers. Et pour lancer le sujet, après avoir appelé nos intervenants, je vais planter le décor en lisant une petite introduction rédigée par le CRC Bretagne Nord. Les activités de pêche et d'aquaculture se situent à l'interface terre-mer. Dans les eaux proches du littoral pour la pêche côtière et artisanale, à l'embouchure des rivières et dans les eaux saumates pour l'aquaculture, qu'elle soit pisciculture, algoculture ou conchiliculture. Ces environnements géographiques sont au cœur d'échanges importants et sont soumis à des pressions anthropiques fortes. Celles-ci s'accroissent dans le temps avec une démographie de plus en plus élevée sur le littoral et l'augmentation globale de la population. Or, les bassins versants amènent sur cette fameuse interface terre-mer tous les éléments rejetés par les activités terrestres. Produits phytosanitaires, composés organiques, ils impactent directement ou indirectement coquillages, poissons et algues. On parle ici des fongicides, pesticides, herbicides, mais également de toutes les molécules regroupées sous l'appellation de perturbateurs endocriniens, dont les conséquences commencent à peine à être connues, sans parler des effets cocktails, totalement ignorés et difficilement quantifiables malgré les progrès de la science. La pêche, l'aquaculture et particulièrement la conchiliculture font figure de sentinelles de la qualité des eaux. Ce paramètre constitue évidemment un impératif pour qu'elle puisse se développer de façon optimale et surtout qu'elle se pérennise grâce au bon fonctionnement des cycles biologiques que sont la reproduction, la croissance et la survie des espèces. Pour cela, l'eau doit être riche, équilibrée en sels nutritifs nécessaires à la production primaire, en phytoplancton, premier maillon de la chaîne trophique qui nourrit notamment les coquillages. Elle doit aussi être indemne de pathogènes. Les virus ou les bactéries peuvent nuire directement aux coquillages en tant qu'organismes vivants, mais également aux humains qui les consomment. Pour garantir la qualité sanitaire des produits, les eaux font l'objet d'un classement sanitaire encadré par un arrêté préfectoral. Parallèlement, un suivi hebdomadaire des eaux et des coquillages permet de garantir leur salubrité. Des contrôles sont également réalisés dans les entreprises avant la commercialisation des produits de la mer. Pour que la qualité de l'eau soit satisfaisante, il convient de limiter et de contrôler les apports terrigènes. Cela passe par la mise en place de politiques d'aménagement du territoire compatibles avec les activités primaires. Deux domaines sont particulièrement ciblés, l'urbanisme et l'agriculture. Toutes deux constituent en effet les principales sources de contamination et interfèrent au quotidien avec les professions halieutiques et aquacoles. Ces actions de surveillance garantissent effectivement la bonne qualité des produits, mais en retour, elles impactent de plus en plus les activités confrontées à des interdictions permanentes ou temporaires de production ou de mise en marché. Il ne s'agit plus ici d'une situation de pollueur-payeur, mais plutôt de pollué-payeur insupportable. Ces politiques répondent à deux codes bien connus, celui de l'urbanisme et celui de l'environnement, mais les choses se complexifient à l'échelle du bassin versant. Une mauvaise décision prise à 10 km de la côte peut avoir des conséquences néfastes en aval. Il faut aussi mettre en perspective les nombreuses déclinaisons telles que SCOT, PLU, SAGE, STAGE, etc. Comme toute activité humaine, la pêche et l'aquaculture impactent l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Sauf qu'il s'agit ici de l'espace maritime, aussi remarquable que partagé. Les chefs d'entreprise sont sensibilisés au sujet. Année après année, ils consentent des efforts pour préserver l'environnement. Même s'il peut parfois être difficile à comprendre que les professionnels soient les sentinelles de la qualité de l'eau et exigent un classement A, alors qu'ils sont aussi par ailleurs parfois facteurs de pollution. Pêche et aquaculture sont néanmoins compatibles avec des espaces gérés et protégés, des zones Natura 2000, des aires marines protégées. Elles rendent aussi des services écosystémiques en créant des zones protégées permettant la reproduction et des nourrisseries, d'autres de lutte contre l'érosion grâce à la présence de structures d'élevage, des puits de carbone et de captation de l'azote, des limitations de l'eutrophisation, etc. On mesure donc toute leur importance et leur richesse. Voilà, cette introduction sur cette thématique de l'interaction environnementale ouvre des pistes de réflexion que je vous invite à prolonger à votre tour en posant les questions, comme c'est la règle du jeu depuis ce matin. Oui, qui ne marche plus. Je vais me permettre de lancer la première question, peut-être vers Monsieur Sanson, qu'on a entendu tout à l'heure, effectivement. En tant que secrétaire général de l'Union des marailleurs français, vos adhérents s'occupent de la commercialisation de produits. Observez-vous des changements de comportement chez les consommateurs face aux critères justement environnementaux ?
Ce qui est sûr, c'est que les sujets environnementaux rentrent dans le cadre des sujets sociétaux, à travers les aspects de pollution, mais aussi de ressources. Et en tant que commerçant, forcément, c'est quelque chose qui intéresse nos adhérents. En plus de ça, il y a tout l'aspect réglementaire qui rentre en ligne de compte avec des nouvelles obligations. Donc oui, c'est l'une des principales évolutions du métier dans les dernières années. Ouais. D'accord. Personne ne veut intervenir à nouveau? Ah, si, je vois quelqu'un. Un micro pour le haut. Merci. Merci. Oui, moi, j'avais une interrogation. Dans les années 20, il y a un siècle, il y a un économiste, Pigou, qui a introduit un principe qui est le principe pollueur-payeur. Ça a été repris par l'OCDE, ça a été repris dans l'acte unique européen, et maintenant, c'est dans le Code de l'environnement, article L110. Je voudrais savoir dans les faits ce qu'il en est pour les professionnels de ce principe pollueur-payeur. Qui peut répondre? S'il vous plaît, je voudrais compléter ce que disait Julien tout de suite pour les élevages marins, puisque je fais partie aussi du SAGE Trieux-Jaudy, et que dans les débats de la commission locale de l'eau, on a eu de drôles d'échanges. Et M. Thierry Burlot, qui est un des élus régionaux, essaye de faire passer la motion suivante avec la GEMAPI, que la nouvelle taxe pour soi-disant aider à la dépollution de l'eau ne va pas être payée par les pauvres petits habitants du centre-Bretagne, qui après tout, eux, n'ont pas beaucoup de ressources par rapport à nous, zones côtières. Sauf que c'est la zone côtière qui reçoit leur pollution, depuis le centre de la Bretagne jusqu'à nous, et que ce sont donc nos exploitations qui vont être polluées et taxées. Qui veut répondre? Monsieur Quintel, Monsieur Le Gall? Je veux bien m'y coller, c'est un vaste sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une règle, en quelque sorte, que l'on pourrait partager ensemble, je pense. C'est que la mer doit être nourrie par la terre, et c'est par les bassins versants, quand on reçoit de l'eau de bonne qualité avec des nutriments qui sont une richesse, que ça permet au phytoplancton d'abord de se développer, quand c'est un développement normal, puis ensuite aux zooplanctons et ensuite à toutes les petites bestioles qui font le bonheur des pêcheurs. Et c'est vrai que là, on se retrouve où la terre ne nourrit plus la mer, mais elle lui pourrit la vie complètement. Et c'est pas rien, c'est que trop de nutriments, trop d'azote, enfin tout ce qui nous tombe par les bassins versants globalement. Donc la responsabilité, elle est globale. Le pollueur-payeur, mais c'est tout un chacun qui, quelque part, contribue. Le problème après, c'est comment on fait cette interaction entre les services en charge de l'eau, les agences en tout genre, et je ne sais trop quoi, les clés, les sages, les SDAGE, enfin, il y en a toute une palanquée qui prennent des grandes orientations, mais qui, concrètement, on s'aperçoit, ne vont pas vraiment dans quelque chose de constructif. On a du mal fou. On a réussi, dans certains cas, à faire le lien à une microzone. Il y avait le programme CAP 2000 entre les ostréiculteurs, les paysans et les gens du coin. Et c'est vrai que ça a donné des résultats, voilà, à ce niveau-là. Alors, je vais vous donner un petit truc d'espoir, quelque part. C'est qu'en marge du document stratégique de façade dont on a parlé, il y a un projet qui a encore été présenté, là, à l'avis non seulement du bureau, merci Karine, du bureau du CNML, mais aussi d'un groupe de travail dédié à la planification, qui est une émanation du Conseil national de la mer des littoraux, qui consiste à lancer un projet de territoires maritimes et littoraux qui serait à valeur d'expérience. Donc les élus seront bientôt objet de cet appel d'offres qu'il va y avoir, à chacun de s'en saisir, mais c'est quelque part l'ancienne vieille histoire de la gestion intégrée des zones côtières, ou bien de ce qui était porté par les géographes bretons il y a plus de 20 ans, où on disait qu'il fallait que ça se fasse au niveau des pays, des petites zones, qui intègrent pour le coup ce qui est dans la difficulté d'intégration, c'est ce lien tout autour de la zone de balancement. Il y a l'estran, et puis il y a la partie terre, il y a la partie mer, et pour l'instant, on a du mal à faire ce lien terre-mer, fondamentalement. Alors, pollueur-payeur, quand c'est évident, quand c'est une pollution flagrante, on arrive à le trouver facilement. Autrement, c'est pratiquement dans l'action de tous et principalement de toutes les politiques publiques qui se déroulent à terre. Il faudrait qu'on puisse les analyser à la valeur des effets de
de leur action, de leurs conséquences sur la mer. Et ça, bon, on m'a traité une fois en réunion du Conseil national mer littorale, c'était très bien, par un haut représentant à la délégation mer littorale, qui m'a traité de poète. Alors, je l'ai pris comme quelque part un signe, comme une nouvelle décoration en quelque sorte, parce qu'il faut être un petit peu utopiste et croire que malgré tout, et peut-être raison, enfin obligation faisant loi, on arrivera à faire ce lien fondamental. Là. Mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Voilà. Ouais. Tu es presque plus optimiste que moi. Le principe pollueur-payeur, je n'y crois pas et je n'y croirai jamais, pour les raisons que tu évoquais à l'instant, puisque Thierry Burlot est quand même président de l'agence, et que ce genre de discours-là qu'il peut tenir à cette occasion, et notamment sur ce secteur donné dont il a également la responsabilité, est insupportable. D'autre part, il faut savoir qu'il tient le discours totalement inverse lorsqu'il était à un autre public dans une autre salle. Mais bon, c'est un jeu politique, je ne me permettrai pas de le commenter plus. La qualité de l'eau en Bretagne, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Les agences de l'eau avaient un budget qui leur a été amputé, qui en fait vont leur enlever pratiquement 40% de leur capacité d'intervention. 40% de leur capacité d'intervention, c'est quelque chose qui sur le littoral va se répercuter. On a essayé, Philippe vient d'être élu récemment à la commission littorale de l'agence de bassin, donc du comité de bassin. Donc il continuera ce que son prédécesseur et collègue faisaient, je lui souhaite bon courage. Mais les priorités avaient quand même été fixées, qui étaient que le littoral devait rester prioritaire malgré les coupes budgétaires qui allaient être engagées. On sait que ce ne sera pas le cas. On sait qu'il y aura des budgets qui avaient déjà été programmés, qui risquent d'être eux-mêmes amputés. Enfin bref. La Bretagne, en gros, est le secteur en France où la qualité de l'eau est la plus mauvaise. Il n'y a pas de zone de production de coquillages, hormis au large un certain nombre de zones de pêche et quelques zones où on produit peu de coquillages en mer verte. Il n'y a pas de zone de production de coquillages salubres. Les objectifs qui sont fixés dans les sages et dans un certain nombre de sages, et parfois par l'administration, sont des objectifs de qualité B, c'est-à-dire de zones insalubres, de zones dans lesquelles, en tout cas, les coquillages sont élevés et ensuite doivent subir un traitement de purification avant d'être mis en marché. Il y a 3 degrés de zones insalubres. Il y a 3 degrés de zones conchylicoles. Il y en a un qui est le A, donc des zones salubres. Vous pouvez traiter le coquillage directement. Le B, qui est le premier niveau de zone insalubre, et le C, qui interdit la totalité de la production. Donc on est en situation en Bretagne où toutes les zones sont B. On nous parle d'amélioration en Bretagne. Thierry Burlot, le premier, nous parlera d'amélioration, puisque si on regarde si on regarde les réseaux hydriques en Bretagne, effectivement, sur les rivières, il y a de l'amélioration. Sur les fleuves, il y a de l'amélioration. En mer, on ne la retrouve pas, cette amélioration. Des investissements très très lourds sont réalisés. Les élus locaux, et moi j'ai été élu sur ma commune et je me suis occupé de l'assainissement, je sais que ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher en voies, ça peut coûter cher en budget. C'est pas porteur, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui est enfoui. Donc c'est très difficile à mettre en œuvre, mais des efforts importants ont été réalisés, des sommes importantes ont été investies sur le littoral, des subventions ont été allouées et l'agence là-dessus le comité de bassin a été très très clair. Il avait priorisé ces investissements sur le littoral, sauf que l'augmentation et l'élévation de la population sur ce littoral et le vieillissement des réseaux existants fait que tout effort qui a été réalisé n'a pas permis de restaurer ou de récupérer un tant soit peu la qualité de ces milieux. Donc partout ailleurs en France, on est dans une situation où l'élevage du coquillage est plutôt favorisé par la qualité des milieux. En Bretagne, ça n'est absolument pas le cas. Alors il y a un petit truc qui me rassure, c'est que la Normandie est en train de plonger comme la Bretagne l'a été, en tout cas sur la partie Cotentin. Donc les pauvres, je les plains, mais il n'empêche que malgré tout, ces efforts-là, aujourd'hui, tous les efforts qui ont été réalisés, on n'a pas de résultats concrets sur le terrain. Ce que je veux vous dire, c'est que on parle de microbiologie, essentiellement. On parle des algues, des ulves, etc., mais on parle de microbiologie. Pour nous, c'est un indicateur. Nos zones sont fermées ou ouvertes, on peut mettre en marché nos coquillages ou pas en fonction de cette qualité des milieux et des analyses qui sont réalisées. Mais la réalité, avec l'évolution du climat et l'élévation de la température de l'eau, c'est pas grand-chose. Hein. C'est la Baignon Saint-Michel, je crois qu'en 30 ans, c'est 1,7 degré. C'est 0,7 sur d'autres secteurs. On a la Pointe-Bretagne qui n'est pas trop impactée pour l'instant et l'élévation de la température n'est pas trop forte. Mais le peu
le peu d'élévation qui se passe bouleverse totalement les milieux. Et quand on parle de microbiologie et d'une qualité sanitaire de ces milieux-là, il faut savoir que la microbiologie est l'indicateur de l'apport d'autres substances. Tout à l'heure, dans ce que vous avez lu, qui était très très bien fait, puisque c'est mon CRC qui l'a fait, donc je peux dire que c'était une qualité remarquable. Je remercie ceux qui l'ont écrit, je les vois, ils sont en haut là-bas. On a parlé des perturbateurs endocriniens. On dit qu'on ne sait pas effectivement quels sont leurs effets, on dit qu'on ne sait pas si. Il y a des effets qui sont mesurés, des effets qui sont connus aujourd'hui. Il faut savoir que dans un certain nombre de zones de production, et ce n'est pas en Bretagne pour l'instant, l'analyse n'a pas été réalisée sur les sites de reproduction, et pour l'huître creuse, par exemple, c'est pratiquement 40% des huîtres creuses sur le littoral français aujourd'hui qui sont touchées. Qui sont touchées, c'est-à-dire qu'elles ont un nombre de chromosomes anormal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 paires de chromosomes, elles en ont 19,8, elles en ont 20,2. Je schématise, c'est plus simple de l'expliquer comme ça, mais le résultat, c'est que la descendance de ces huîtres finit par amplifier ce phénomène-là. Et donc, il y a un risque à terme, si les choses continuent comme elles sont connues aujourd'hui, je ne le connaîtrai pas, la génération de nos enfants ne le connaîtra pas non plus, mais dans 2 ou 3 générations d'ostréiculteurs, on risque d'avoir une espèce de stérilisation du milieu, on risque d'avoir un certain nombre de difficultés. On sait que l'élévation de la température de l'eau bouleverse les masses de phytoplancton. On a des masses de phytoplancton, des équilibres dans ces masses qui ne sont plus ce qu'elles devaient être. On a des huîtres de différentes tailles qui consomment à différentes périodes de l'année des phytoplanctons en fonction de leur taille, en fonction du type d'espèce. Tout ça est bouleversé. On a des huîtres, des coquillages, des moules, et je parle de l'élevage, mais c'est vrai pour l'ensemble des coquillages dans le milieu marin, y compris les gisements naturels, qui ne sont pas en situation favorable aujourd'hui, qui rencontrent des difficultés. On sait que dans 20 ans, 30 ans, on va pouvoir reprendre nos calibres. Je dis ça pour Philippe, puisque Philippe est président du comité national, on va devoir rediscuter du calibre des huîtres dans 20 ans, 30 ans. Je ne te souhaite plus d'y être dans 20 ans, 30 ans, mais si tu y es encore, tu pourras en discuter. Parce que la taille de nos coquillages va diminuer de ces faits-là, etc., etc. On a des conséquences qui sont de plus en plus importantes de ce milieu. On a des mortalités aujourd'hui parce que nous avons des pathogènes qui sont apparus, qui étaient naturellement présents dans le milieu, et qui aujourd'hui agissent, et les coquillages sont trop faibles pour pouvoir résister, et donc ces mortalités sont amplifiées par le fait qu'il y a ce bouleversement dans le milieu. Donc la moindre pollution qui arrive aggrave la situation. On va peut-être demander à Salt s'il veut réagir du coup sur cette intervention. Ce qui serait peut-être... Ah, madame. Je pense que ce sera la dernière intervention, et après je me permettrai de faire parler monsieur Lenilio, peut-être pour clôturer, parce que là, cette fois-ci, on va essayer de tenir les temps. Pour le changement climatique, je ne peux que te suivre, hein, puisque en 32 ans d'élevage marin, on ne met plus de poissons en mer en octobre, on le met en décembre, voire bientôt en janvier. On ne fait plus nos récoltes au 15 juillet, on les fait au mois de mai. Donc j'ai pratiquement plus de période. J'espère que d'ici 5-6 ans avant ma retraite, j'aurai encore de la truite à faire. On m'a posé la question de savoir tout à l'heure si le jeune qui s'était installé dans le Trieux en aval pourrait pouvoir faire sa carrière. Je ne lui souhaite pas de continuer là-dedans parce que pour moi, il ne pourra pas le faire. Et il n'y a pas que le changement climatique, il y a le changement de notre masse d'eau. Et pour en revenir à ce que tu disais, en bassin versant, on était en Clé du Sage jeudi il y a 10 jours, et sur le Trieux, il y avait un reversement en amont de la station d'épuration de Guingamp d'agro-industriels directement pendant 3/4 d'heure. Et il faut... Alors, on n'est pas tous pour les ONG, ils ne sont pas tous du bon discours, du bon mouvement. Des fois, ils nous tapent un peu sur les nerfs. Mais là, merci Monsieur Huette d'Eau et Rivière de Bretagne, parce que sinon, les photos qu'on a vues, elles seraient passées sous silence. Merci. Monsieur Lenilio, peut-être, je vous laisse conclure avec votre casquette de scientifique et de directeur adjoint du parc naturel marin. Oui, je comprends bien les réflexions pollueur-payeur. C'est très séduisant comme idée. C'est très difficile, par contre, de plus en plus difficile d'identifier quel est le pollueur et quelle est la source de pression. On parle de changements globaux. Les changements globaux affectent l'intégralité des océans et les responsabilités sont absolument collectives et individuelles. C'est lié à des comportements individuels qui se passent même très très loin. Souvent, on raisonne sur les écosystèmes, sur la biodiversité en 2 dimensions, en regardant les fonds, souvent sur l'impact des engins de pêche, etc. Et on
minore souvent la troisième dimension du milieu marin qui est la masse d'eau. Et cette masse d'eau n'appartient pas ni au parc marin d'Iroise qui reçoit les influences de la Loire et qui sont constatées. Et ces masses d'eau ont tendance à se balader et vont se contaminer, se modifier avec des problématiques de changement global et vont affecter vraiment des milieux qu'on a considérés ou qu'on a fait, sur lesquels on a fait d'énormes efforts pour les conserver et malgré tout peuvent se dégrader par la masse d'eau. Par exemple, on parle souvent de relations terre-mer, mais les relations terre-mer vont assez loin. Il y a des espèces qui n'ont jamais rencontré le littoral et qui sont pour autant contaminées par des contaminants d'origine terrestre. C'est vrai par la bioaccumulation, c'est vrai par voie atmosphérique. Ça, c'est parfaitement constaté et mesuré. Donc, c'est un petit peu anxiogène, effectivement, de penser ça. Cependant, on peut proposer des solutions, on peut anticiper ces évolutions, parce que le changement climatique, il n'est pas linéaire. À un moment donné, se passera un palier où des choses vont profondément se modifier. Par exemple, le parc marin d'Iroise est très structuré par ces masses d'eau froide et par les grandes algues qui s'y trouvent, qui sont des espèces typiquement d'eau froide, et elles meurent à partir de 21 degrés. Et donc on est en deçà de ce seuil, mais si ce seuil est franchi, les peuplements vont complètement se transformer. Il faut absolument identifier à quel moment ça va se produire pour anticiper éventuellement des changements, des reconversions, des reports d'activité, etc. Et il faut absolument mesurer ces phénomènes-là pour pouvoir anticiper et s'adapter. Il n'y a pas le choix, il va falloir s'adapter. Le milieu côtier est en train de se transformer, on voit la biodiversité se transformer, et les pêcheurs, les conchyliculteurs sont complètement dépendants de l'état de l'environnement et utilisent une ressource que l'environnement produit. Si l'environnement ne produit plus cette ressource, parce qu'on l'a abîmée, parce qu'on l'a modifiée, il va falloir s'adapter. Et ça, malheureusement, on est obligé de le constater. On fait des efforts collectifs. Alors pour anticiper, pour proposer des solutions, mais il faut se regrouper. Donc nous, on a proposé une structure comme un parc naturel marin pour se regrouper, pour discuter avec Armand, avec Goulevin, de toutes ces solutions qu'on pourrait éventuellement mettre en place, pour autant qu'on anticipe ces éventuels changements et qu'on les mesure sur le terrain. Donc voilà, je n'apporte pas vraiment de solution, mais collectivement, on peut y apporter. On peut apporter des solutions aussi locales à des problématiques qui sont globales. Ça, il ne faut pas négliger ça. On peut trouver des solutions localement, des adaptations qui permettent la compatibilité des activités et surtout la capacité des écosystèmes à produire des ressources, les garder productifs. On peut trouver des solutions locales qui peuvent nourrir des approches plus globales. Donc il n'y a pas que la planification, on va dire, communautaire ou par façade. Il y a aussi des solutions locales qui peuvent être trouvées à partir du moment où on a les outils. Donc nous, on estime qu'on a un outil qui fonctionne bien, sur lequel on peut échanger, chercher des solutions ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra apporter des réponses à ces problématiques très très importantes et qui sont là. Voilà. Merci Monsieur Lenidio, c'est une très bonne conclusion et synthèse peut-être de ces rencontres, de cette première Bresmer, effectivement, de parler de travail en bonne intelligence et collective. Merci à tous. Je vais laisser Alexandra et ses derniers invités clôturer ces rencontres. Merci à vous tous.